Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Vous le savez, mon domaine c'est plutôt le cinéma de divertissement, mais heureusement il n'y a pas que ça, sinon le 7e art serait vite chiant. On va aujourd'hui s'intéresser au cinéma indépendant américain avec un retour sur la carrière de Gregg Araki. Mais alors attention là, commencez pas à venir me parler de Juno ou Little Miss Sunshine. Je vous parle de vrai cinéma indépendant américain, limite underground. Je vous parle de mecs qui tournent sans autorisation, avec du matériel récupéré à droite à gauche, avec des équipes qui sont bénévoles. Et je vous parle d'un cinéma qui n'a pas à respecter les codes hollywoodiens et ses exigences narratives. Né à la toute fin de 1959, Gregg Araki se lance dans des études de vétérinaire avant de voir se réveiller en lui sa passion pour le cinéma. Son diplôme en poche, il travaille pendant 2 ans comme assistant d'un producteur télé, un job alimentaire et qu'il supporte mal, la télé étant à l'opposé total de sa vision des choses. Araki a en effet appris tous les codes hollywoodiens à la fac, tout en conservant son amour pour le cinéma de Godard et de la nouvelle vague. Il va s'évertuer à faire des films qui s'éloignent de ces codes, notamment ses 2 premiers longs métrages qu'il tourne pendant qu'il travaille comme assistant, Three Bewildered People in the Night en 1987 et The Long Weekend en 1989. Ayant obtenu son diplôme dans la section production, il parvient à faire des films sans argent tout en créant sa propre structure, Desperate Pictures. Cela lui permet de garder un ton libre et décalé et de ne pas avoir à conformer ses films au carcan hollywoodien qui l'attaque même directement. Il parvient cependant à obtenir des financements et coproduit ainsi son 3e film, The Living End. Fort de son succès, il enchaîne avec la Teenage Apocalypse Trilogy, 3 films centrés autour des adolescents, de leur sexualité et donc de l'apocalypse. Malgré tout, il opère un revirement vers des films un peu plus mainstream avec Splendor en 1999, une comédie romantique qui en suit les codes à la lettre. Il enchaîne une période de vache maigre où il tente de développer une série pour MTV intitulée This Is How the World Ends, qui aurait dû suivre une bande d'étudiants dans leur vie décalée et ubuesque. Le projet finalement annulé, il se lance dans sa première adaptation, le film qui lui offrira un accès au grand public en 2004, Mysterious Skin. Il enchaîne en 2007 avec un film autrement plus léger, Smiley Face. Enfin en 2010, un de ses films les plus connus car le plus distribué, Kaboom. Une partie de son succès sera due aux thèmes gays qu'il aborde qui en feront une voix de la communauté, en particulier dans la façon qu'a eu le gouvernement américain de traiter l'épidémie de sida à cette époque, tandis que le côté pulp de ses films fera son succès auprès du jeune public. Et pourtant il vient de loin, j'ai même longtemps hésité à vous en parler. En effet, vu les conditions de production de ses 2 premiers films, ils sont absolument introuvables. J'ai réussi à me débrouiller pour le premier, mais vous n'avez jamais vu des images pareilles dans une de mes émissions. Je vous présente la légende ultime du cinéma underground, la pire façon de regarder un film, la VHS RIP pirate avec des sous-titres japonais. Hello? Lisa? Hi, David? Mais ce n'est rien face au 2e film qui est, tout simplement, introuvable. C'est la première fois que je vais faire une rétrospective en ayant manqué une des œuvres du réalisateur. Mais ne vous en faites pas, ça devrait bien se passer. Je vais, cela dit, spoiler certaines fins, donc n'hésitez pas à regarder les films avant la rétrospective. Commençons. Three Bewildered People in the Night est le tout premier film de Gregg Araki et déjà il pose ses bases. Le film suit 3 personnages. David, un artiste gay qui réalise des performances, sa meilleure amie Alicia, artiste vidéo, qui est en couple avec Craig, comédien et apprenti photographe. Ils se croisent, sortent, boivent, discutent de la vie, la mort, l'amour, tandis que petit à petit, Craig se sent de plus en plus attiré par le meilleur ami de sa copine. La fin du film ne donne pas de réponse claire aux problèmes des personnages, mais laisse entendre le début d'un ménage à 3. On retrouve déjà les principaux thèmes d'Araki. Nos 3 personnages sont complètement désabusés. Alicia et David détestent leurs œuvres, Craig est tellement perdu qu'il n'a aucun avis et trouve tout ok, et à chaque fois qu'ils ont un problème, la première solution qui leur vient à l'esprit est de se suicider. I mean, we're all gonna be dead one day. Why not sooner than later? That's reassuring. Pour autant, ce ne sont pas des personnages qui se complaisent là-dedans. Ils sont fatigués de déprimer et de s'ennuyer et cherchent à vivre. Ça passe parfois par des conneries, comme faire du vol à l'étalage, mais leur principale quête est celle du grand amour. Une relation pure et forte, que Craig et Alice ne sentent plus vraiment, que Alice et David ont vécu il y a longtemps, et que David et Craig commencent à nouer. Par corollaire, comme dirait l'architecte dans Matrix, la sexualité est aussi un thème central d'Araki. Ces personnages, même lorsqu'ils se déclarent gays, bi ou hétéros, ne le sont jamais totalement. Tous papillonnent au gré de leurs sentiments, peu importe le genre. Vous noterez aussi l'aspect décalé de son univers, avec le personnage de David et son bandeau sur l'œil. Nous verrons plus loin que le réalisme n'intéresse pas Araki et qu'il préfère que ses œuvres aient leur propre univers. Le film est à la fois très inspiré des travaux de la nouvelle vague, mais aussi le résultat de son budget serré, 5000 $. À vrai dire, je pense que ça couvre à peine les frais de labo pour faire développer la pellicule. S'il tire un aspect visuel très marqué, pour autant qu'on puisse en juger vu cette qualité de merde, avec ses environnements sombres, c'est aussi dû à cela. Il a été tourné à l'arrache, en dehors des heures de travail d'Araki et de ses comédiens, il n'y avait semble-t-il absolument personne d'autre dans l'équipe technique, ce qui implique que tout soit tourné de nuit, mais pas seulement. Tourner de nuit permettait aussi d'être plus tranquille, puisqu'ils ont souvent tourné sans autorisation.
La pellicule 16 mm noir et blanc est aussi une des moins chères du marché, même s'il a fallu prendre des films ultra sensibles pour qu'ils puissent capter le peu de lumière de la nuit. Le film tire donc beaucoup de son charme de ses difficultés de financement. Si la plupart des limitations sont compatibles avec l'esprit du film, la technique pose aussi sérieusement problème, notamment au niveau du son. En effet, la caméra Bolex utilisée pour le tournage devait être remontée mécaniquement, comme une petite voiture, pour pouvoir faire défiler le film pendant une durée de 28 secondes. Le résultat n'étant pas systématiquement stable au niveau de la vitesse, la prise de son est quasi impossible et aurait de toute façon nécessité la présence d'un ingé son, oui on n'était pas encore à l'ère du numérique, chose inconcevable. De fait, les dialogues ont tous été réenregistrés en post-production une fois le film monté. Le problème, c'est qu'aucun des acteurs n'était très doué dans l'exercice et qu'ils sous-jouent tout le film, renforçant un peu plus leur côté dépressif chronique. Ça pose aussi des problèmes de bruitage puisqu'ils n'ont pas été pris sur le tournage. Ils sont de fait absents, ou presque, ce qui donne une piste son étrangement épurée, avec uniquement les dialogues et l'ambiance et quelques bruits par-ci par-là qui renforcent le côté hypnotique. Cela influence également beaucoup le découpage. Tant que la caméra tourne pour 28 secondes, autant utiliser les 28 secondes. De fait, les actions sont très découpées. En gros, une prise égale une action, voire une scène. Ce qui donne un aspect lent, presque planant à tout le film. Cela est d'ailleurs renforcé par les transitions. Les ellipses sont toutes gérées de la même façon. Il n'y a entre deux scènes qu'un écran noir, sur lequel le bruit de fond se poursuit pendant 3 à 5 secondes, avant de passer à la scène suivante. Le film ne connaît pas de sortie en salle mais rencontre le succès en festival. Pendant qu'il en fait la tournée, il termine son deuxième long métrage, The Long Weekend. C'est ce fameux film que je n'ai absolument pas réussi à trouver, que ce soit dans une vieille copie pirate, sur le net, des extraits dans un documentaire, rien. Donc pendant que j'en parle, je vais vous mettre une vidéo de Cléo en train de dormir. Le film raconte le week-end de 6 amis, un couple hétéro, un couple gay et un couple de lesbiennes, qui partent ensemble en week-end. Ils discutent de sujets habituels des personnages d'Araki, amour, sexe, art, mort, etc. Mais il semblerait qu'il ait été particulièrement orienté comme un pamphlet anti-Hollywood et son conformisme, dénoncé par la sexualité libérée des personnages, qui couchent probablement tous les uns avec les autres. Tourné dans les mêmes conditions que son précédent, il rencontrera peu ou prou le même succès en festival. Araki se fait donc remarquer et se fait un nom dans le milieu du cinéma indépendant, et alors qu'il prépare son troisième long métrage dans les mêmes conditions, il bénéficie d'un vrai budget et d'une vraie équipe grâce à une coproduction. The Living End est un road movie déjanté et déroutant qui suit Luke et John, deux séropositifs en cavale. Luke est un prostitué nihiliste et révolté, violent et fasciné par la mort. John, lui, est un critique de film. You know what they say, those who can't do, teach, and those who can't teach get paid 25 cents a word to rip other people's work to shreds. Alors qu'il était bien installé dans sa vie un peu bohème, avec sa meilleure amie artiste, un schéma qui va se répéter quasi systématiquement, il apprend très brusquement qu'il a le sida. Alors qu'il rentre chez lui à 2 pas de là, Luke tombe sur un gang de casseurs de PD, et dans sa fuite, le hasard le fait monter dans la voiture de John. Le critique le ramène chez lui quand il comprend que le prostitué n'a pas vraiment d'endroit où aller, et ainsi commence leur relation. Quelques jours plus tard, Luke tue un policier homophobe pour se défendre, et les deux amants s'enfuient ensemble sans vraiment d'ailleurs qu'ils allaient rechercher par la suite. Au cours du voyage, ils traverseront l'amour, la passion, la haine, les doutes, le tout sous l'épée de Damoclès du virus qui les ronge et la tendance morbide de Luke qui passe son temps à jouer avec son flingue. Vous voyez tous les doubles sens qu'on peut en tirer. Le film marque par son traitement à la fois dur et tendre, réaliste et fantastique, sombre et lumineux. Il s'agit d'expliciter le choc frontal entre la vie, dont nos personnages veulent profiter à fond, et la mort qui est omniprésente depuis leur diagnostic. La fin n'est ni un happy end, ni vraiment ouverte. Il n'y a pas d'espoir à l'horizon, pas de solution. Parce que le message est extrêmement politique. En 1992, date de sortie du film, le gouvernement de George Bush senior était violemment critiqué de ne rien faire concernant la recherche, la prévention et l'aide au dépistage pour cette maladie que les républicains considèrent un peu comme une vengeance divine sur la communauté homosexuelle. Le film apostrophe directement le pouvoir en place dans ses crédits. La scène où le médecin annonce son diagnostic à John n'est d'ailleurs pas innocente. Positive. Sorry. Wow! Tiens, prends ça, débrouille-toi avec! Aucun ménagement, aucune humanité, le médecin lui parle comme s'il récitait une brochure explicative, et pour bien montrer que l'aide ne viendra pas de l'État de toute façon, il suffit de voir ce qui trône sur le bureau du mec. Regardez aussi en dessous de quelle affiche le personnage attend ses résultats. Souvenez-vous également de la raison de la cavale. Luke allait se faire agresser par un flic homophobe, un représentant de l'ordre, de l'État qui attaque un gay. Et on peut même voir un double sens au crédit du film, qui est vendu sur les affiches comme dans le générique comme un film irresponsable de Greg Araki. Certes, on peut y voir simplement le comportement irresponsable des héros qui ne se soignent pas, et de Luke qui ne respecte rien et veut envoyer chier la société tout entière. Mais on peut aussi y voir un commentaire sur la gestion irresponsable de l'épidémie par le gouvernement américain. D'ailleurs, il est intéressant de noter une chose, c'est que les personnages n'ont absolument aucune idée d'où ils vont. Ils suivent la route et leurs envies, mais n'ont pas d'objectif à atteindre. Le road trip est utilisé comme une métaphore de la vie d'un séropositif à cette époque. Luke, destructeur incontrôlable,
entre dans la vie de John au moment où il apprend ses résultats, comme s'il représentait la maladie elle-même, et la route est, de façon très basique, la vie qui s'étend devant eux et qu'ils ne savent plus comment arpenter, maintenant qu'ils savent qu'il s'arrêtera bientôt. Le film est aussi une critique de la façon qu'ont les Américains de considérer la communauté. De par son schéma de base, il rappelle le succès populaire de Thelma et Louise, le film réalisé par Ridley Scott l'année précédente. La première vraie scène de Luke dans le film le montre être ramassé par deux Gwyn complètement tarées, l'une étant incapable de résister à l'envie de se taper un mec, l'autre butant tout le monde par jalousie. Elles sont tellement barrées, leur voix si agressive et désagréable perchée très haut dans les aigus, tout le temps à s'engueuler, que franchement, il faudrait être aveugle pour ne pas voir la parodie. La satire même, car Thelma et Louise a vraiment bien marché, tout en niant du début à la fin la relation amoureuse entre les personnages. Pour Araki, le message devait sonner un petit peu comme bande de cons, ça vous dérange pas de regarder deux lesbiennes tant qu'elles sont hétérosexuelles, hein ?» Cette scène d'ailleurs a un côté assez grotesque, et ce n'est pas la seule. Maintenant que Araki a du budget, il peut véritablement donner forme à ses idées, et l'une d'entre elles par exemple, c'est ça. Très régulièrement dans ces films, les protagonistes rencontrent des passants très étranges. Dans une scène, John et Luke sont contraints d'attendre qu'un couple ait fini de s'engueuler très violemment sur le capot et l'aile de leur voiture pour pouvoir rentrer dedans. Et avant que les deux garçons ne se rencontrent, Luke voit un de ses clients se faire assassiner avec moult giclées de sang par sa femme lorsqu'elle le trouve au lit avec le gigolo. Ce que ça traduit, c'est que la réalité n'intéresse pas Araki. Quand vous regardez un de ses films, oubliez toutes les règles hollywoodiennes, oubliez la logique du monde réel, oubliez le genre, oubliez l'orientation sexuelle, oubliez certaines règles de cohérence. Bien sûr, ça se passe dans le monde réel, mais c'est pas le monde réel. C'est plus fort, plus simple et plus fou. Il faut dire que l'homme a été particulièrement influencé par la nouvelle vague française, et en particulier les films de Godard des années 60. À bout de souffle, Une femme est une femme, Le mépris, Bande à part, Pierrot le fou ou encore Masculin-féminin. C'est un cinéma qui pousse très loin le contrat cinématographique, la suspension de la non-croyance comme on appelle ça. En fait, ça veut juste dire ta gueule c'est un film. Si vous prenez Alphaville de Godard, vous pouvez passer tout le film sans savoir que c'est de la science-fiction parce qu'absolument rien n'est fait pour le suggérer. Il est tourné dans des décors contemporains à l'époque et seuls les dialogues évoquent que l'on serait sur une autre planète ou dans le futur, difficile à dire. À sa façon, beaucoup plus digeste, soyons honnêtes, Araki fait de même. Il filme dans le monde réel, mais pas la réalité. Il filme son propre monde. On retrouve de nombreux gimmicks de la nouvelle vague dans The Living End, notamment les séquences de dialogue, manifestement en train de se dérouler en temps réel, mais montées sur des images d'illustration qui ne sont pas raccords. Ici par exemple, on les entend discuter en voiture avec le bruit du moteur, alors que l'image montre Luke en train de pisser à la grille d'une propriété de millionnaire. De même, souvent Araki préfère filmer la route que montrer ses personnages en train de parler. Parce qu'après tout, comme dirait tonton Jean-Luc, on s'en fiche de les voir parler, puisqu'on entend ce qu'ils disent. Superposons ça à une autre image, et le dialogue a un impact différent, soit renforcé, soit nuancé. Encore une fois, pour tout le mépris que j'éprouve pour la nouvelle vague, tous les cinémas ont apporté quelque chose à la grammaire cinématographique. Et c'est son utilisation qui est intéressante ou non. Le film a beau avoir un petit budget, qui pousse par exemple Araki à utiliser ses propres posters pour agrémenter les décors des personnages, il est parfois difficile de distinguer le manque de budget d'une intention de réalisation. La scène où Luke manque de se faire casser la gueule enchaîne les plans de façon totalement incohérente. Les points de vue viennent de partout, la vue subjective de Luke, une plongée sur un t-shirt, des gros plans, des plans larges, un plan en ras du sol, aucun n'étant vraiment raccord avec l'autre. Il y a tellement de points de vue différents que c'est forcément une intention, destinée à rendre l'aspect irréel et déstabilisant de la scène pour Luke. Notons enfin la gestion des contre-jours, qui rendent les personnages difficilement visibles par moments, mais sont pleinement assumés, certainement pour appuyer l'idée de choc. Araki a réussi. Il s'est fait repérer par la profession sans avoir à faire de concessions et sans subir les codes hollywoodiens.